cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il y a une similitude entre le cœur physique et puis notre cœur émotionnel, à tel point que lorsqu'on évoque le cœur brisé après un très gros chagrin d'amour, eh bien on sait que le cœur va garder quelques traces. C'est vrai que la souffrance lors d'une rupture c'est important et mieux vaut en prendre compte, sinon on risque de ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Parce que la peur de souffrir devient plus forte que la joie de peut-être être à nouveau amoureux. Après une rupture, il y a différentes étapes auxquelles personne n'échappe et je vous propose en compagnie de Sabrina Philippe déjà que nous évoquions ensemble ces différentes étapes et puis on va essayer de mieux comprendre comment on peut surmonter un chagrin d'amour, non pas pour avoir un cœur tout neuf, hein, on a compris, il est marqué le cœur, mais pour avoir un cœur à nouveau apte à aimer. Mais d'abord, on va rappeler ces 5 étapes après une épreuve et puis vous allez témoigner bien sûr au 0826 300 300. Bonjour Sabrina Philippe. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous étiez venue nous présenter votre dernier livre, Tous Fake Self, aux éditions Très Daniel, dans lequel vous évoquez les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Donc déjà, on ne rompt pas par SMS. Hein. C'est une base, oui. C'est dangereux de rompre par SMS parce que vous ne savez jamais ce que fait la personne à qui vous envoyez ce message. Et elle peut avoir un accident de voiture, elle peut être surprise par la contenu de votre message. Donc non, s'il vous plaît. Non, c'est d'une violence terrible, je trouve. Hein. C'est d'une lâcheté d'abord, hein, mais c'est également très violent parce que finalement, c'est comme si on ne tenait pas compte de quelqu'un qu'on aura pourtant quand même aimé normalement. Oui, et puis c'est ne pas laisser la place au dialogue aussi, c'est être vraiment très tranchant et pas laisser ce dialogue nécessaire bien souvent pour comprendre pourquoi il y a rupture. Alors, j'avais envie qu'on commence peut-être par rappeler ces 5 étapes lorsqu'on traverse une épreuve d'ailleurs, hein, mais on sait que la rupture sentimentale fait partie des grandes épreuves de la vie. Généralement, il y a d'abord le déni, hein, on fait comme si c'était pas possible, comme si de toute façon ça n'allait pas marcher, qu'on allait continuer. Hein. C'est ça. Ces étapes-là, c'était des étapes de deuil, plus généralement, de fin, de deuil. Et c'est vrai que la première étape, là, c'est le déni, parce qu'on ne peut pas y croire. On n'arrive pas à y croire. On se dit que l'autre, voilà, c'est trop douloureux. Donc, on ne peut pas affronter la nouvelle dans un premier temps. Et puis, on se dit que l'autre s'est peut-être trompé, finalement. Il est peut-être dans une mauvaise passe. C'est quand même assez salvateur, hein, le déni. Il faut pas croire que c'est, mais il faut pouvoir en sortir. Hein. Il faut pas y rester dans le déni, justement. C'est salvateur parce que ça permet de digérer l'information goutte à goutte, on dirait, plutôt que de se la prendre de plein fouet. Donc oui, c'est une façon c'est une mesure de protection en réalité de notre mental, de notre inconscient. Protection pour pouvoir ensuite la digérer peu à peu. L'idée, c'est pas de rester bloqué dans le déni, bien évidemment. Alors la deuxième étape, c'est la colère. Et là, évidemment, on peut à ce moment-là vouloir faire du mal à celui qui nous quitte. Hein. On sait que ça peut être lui garder ses affaires, le dénoncer au fisc. Enfin, on sait que ça peut même être de la vengeance. Hein. Oui, souvent la colère, c'est ce qui va précéder la peine, la tristesse. C'est une façon de lutter contre la tristesse. Donc on va extérioriser finalement cette tristesse vis-à-vis de l'autre. Ça peut prendre en effet l'aspect de la vengeance, mais tout simplement aussi des reproches, de se dire vraiment voilà. En général, c'est aussi une colère souvent contre soi qui ne se dit pas. C'est-à-dire comment j'ai pu être dans cette relation, comment n'ai-je pas vu que l'autre allait en partir, comment me suis-je berné. Et avec tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, comment peut-il ou elle me quitter, évidemment. Après, il y a un peu de marchandage. Hein. Souvent, on essaye comme ça de rattraper l'autre par des choses qui, de toute façon, ne marchent pas, mais on essaye. Hein. Oui, c'est la négociation. C'est la négociation. La négociation, c'est pas seulement vis-à-vis de l'autre. On négocie dans sa tête aussi. Oui, mais si j'avais fait ça, peut-être qu'il ne serait pas parti. Oui, mais que j'ai quand même fait ça. Voilà, c'est ça, cette négociation aussi entre soi et soi. Hein. C'est pas forcément avec l'autre. C'est vraiment une négociation entre soi et soi. Et puis enfin arrive la chute, hein, la dépression, le vrai chagrin qui généralement est une phase
un peu difficile. Hein. Difficile mais nécessaire aussi pour être dans l'acceptation après. C'est-à-dire que c'est vraiment une épreuve importante qu'il ne faut pas négliger. Souvent des personnes essayent de fuir, on essaye tous de fuir la tristesse, hein. Mais c'est bien quand on peut de pouvoir la vivre un peu pleinement pour pouvoir être sûr de tourner la page. Puisqu'après, évidemment, dernière étape, enfin on accepte. Et à ce moment-là, on a la capacité à nouveau aimer, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, si on n'a pas réussi à passer ces étapes, c'est vrai qu'on peut rester le cœur serré, le cœur bloqué dans une des étapes que l'on vient de citer là. Oui. Et l'acceptation, c'est aussi pouvoir se souvenir de l'histoire qu'on a eue sans que cela provoque ni de la colère, ni de la tristesse. Voilà, je l'ai vécu. Ça, c'est important ce que vous dites. Ça veut vraiment dire qu'on est dans l'acceptation quand on n'en veut plus à notre partenaire, quand on est capable de garder les bons souvenirs et non plus la haine qu'on peut avoir. Hein, voilà, et de se dire aussi, bah voilà, j'ai eu ma part aussi dans cette histoire. J'ai eu ma part même dans cette rupture. Voilà. Et ça, c'est important parce que si on se remet un peu en question, on ne recommettra pas les mêmes erreurs. On ne recommet pas, pardon, Brigitte, les mêmes erreurs. Et puis aussi, on est capable d'analyser, je dirais, cette analyse, ce sens qu'on va mettre sur cette rupture, sur cette histoire, elle est porteuse pour nous. Et puis, encore une fois, je voudrais, avant de donner la parole à Frédéric, déjà qui nous a rejoint, je voudrais rappeler que c'est pas forcément uniquement celui qui est quitté qui souffre. Celui qui part, parfois, souffre aussi. Il doit aussi passer ces 5 étapes. Mais c'est bien souvent le cas. Et on le nie trop souvent. Parce que c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on ne l'aime plus. C'est parce qu'on est malheureux dans la relation aussi. Oui, vous voulez dire qu'on peut encore avoir de l'amour pour la personne qu'on quitte, mais on se rend compte qu'il faut la quitter parce que c'est une relation qui de toute façon est devenue toxique. Exactement. Exactement. Et puis parfois, quand on quitte, on pense qu'on n'aime plus, mais après, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si simple. Nos sentiments ne sont pas si simples. Et d'ailleurs, ces étapes-là ne sont pas si simples non plus. Souvent, elles se chevauchent. Hein. C'est important aussi ça de le dire parce que elles se chevauchent, elles se rattrapent. On pensait qu'on était dans l'acceptation, puis hop, la tristesse vient nous cueillir à un moment où on s'attendait pas. Tout ça prend un certain temps. Le temps, c'est important aussi. On dit qu'il faut au minimum 1 an pour se remettre d'une rupture. Je trouve que parfois ça peut aller plus vite, mais ça veut dire que quelque part la rupture était déjà bien entamée avant qu'on prenne la décision de partir. Il faut faire attention à ces chiffres, parce que nous sommes tous différents. Parfois, vous avez en effet des ruptures qui sont initiées bien avant, en fait. Et quand le moment de la rupture arrive, finalement, le travail a déjà été fait. Et puis, ça dépend du temps que vous avez passé avec la personne. Quand vous avez passé 20 ans ou 25 ans avec quelqu'un, dire il faut 1 an pour s'en remettre, pas toujours, parfois il faut plus. Et puis là, on parlait du chagrin d'amour, c'est-à-dire de quelqu'un qui nous quitte. Il est évident que lorsqu'on est en deuil, c'est-à-dire que on perd la personne aimée, c'est parfois beaucoup plus douloureux si on est encore en amour, justement. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que chaque histoire est si différente. L'idée, c'est de prendre le temps qui est nécessaire. Et ce temps nécessaire est différent pour chacun de nous. Et pas hésiter, évidemment, à communiquer et à être aidé, pourquoi pas. Et c'est peut-être ce qu'on va faire durant ces 2 heures. Je l'espère. On vous invite à venir nous rejoindre, à nous parler de vos ruptures, que vous soyez encore dans une de ces étapes, que ce soit tout récent ou que ce soit au contraire très ancien et que vous avez envie de faire un petit peu de retour en arrière. 0826 300 300, on vous attend. Réagissez. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le cœur, si votre cœur est un peu brisé, venez, on va le recoller avec Sabrina Philippe qui est avec nous, psychologue, auteur de nombreux ouvrages. Et le dernier, c'est Tous Fake Self aux éditions Très Daniel. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Sabrina. Bonjour. Et vous avez eu une rupture particulièrement difficile, hein, c'est bien ça? Oui. Et elle vous a quitté par texto, je ne crois pas. Oui, exactement. J'ai tout à fait. Je me suis reconnu dans l'explication que Sabrina a donnée au début. C'est terrible parce qu'en fait, pour mon histoire, en fait, c'était quelque chose. Enfin, je pensais que c'était une belle histoire. Ça faisait 1 an et demi, tout allait bien et la veille, on avait même imaginé ensemble un week-end où on allait partir à Saint-Pétersbourg. Oui, qui est une ville romantique. Voilà.
Donc c'était pas. Et puis en plus, vu qu'elle était un peu d'origine russe, forcément il y avait ce côté très un peu retour aux sources, voilà, qui pouvait. Ça avait du sens, oui. Ça avait du sens, ouais. Donc voilà. Et donc le lendemain, elle vous envoie un SMS. Qu'est-ce qu'elle disait dans ce SMS? Elle me disait, si je me souviens, je te quitte, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu trouveras certainement quelqu'un, mais je ne peux pas continuer avec toi. C'est terrible parce que en même temps, ça se veut gentil, hein, bien sûr. Mais ça veut rien dire, quoi. Non, ça veut rien dire. Et puis après, moi, forcément, j'essaye de l'appeler dans la minute qui suit. Je n'arrive pas à la joindre. J'ai essayé pendant plusieurs jours, impossible. Donc c'était devenu. Je me dis, c'est incroyable en fait d'être jeté comme ça. Oui. Jeté comme ça. Si c'était, moi j'ai une amie, elle me dit, mais Fred, faut que t'arrêtes de sortir avec des ados. Je dis, mais elle a 40 ans. C'est pas une ado. Et voilà. Et quand on a ce genre Et depuis, vous n'avez jamais eu de nouvelles? Alors après, c'était compliqué parce que j'ai été. Alors c'était vraiment C'était au mois de janvier 2020, donc c'était vraiment quelques semaines avant le confinement et tout ça. Moi, j'ai vécu. Ce qu'a un peu expliqué Sabrina, c'est qu'en fait, j'ai jamais connu en fait un chagrin d'amour aussi fort, où je n'arrivais plus à dormir et je n'arrivais plus à manger. Même quand je me forçais, c'était vraiment devenu quelque chose de vraiment flippant. J'ai eu l'impression que j'allais mourir en fait, et sans vraiment le décider. Et à ce moment-là, on est perdu. Il y a une part de vous qui se laissait mourir en quelque sorte. Exactement. Ouais, c'est vraiment fou parce que. Avec le recul, je me dis mais comment c'était vraiment, j'étais conscient que ça allait vraiment me détruire, et j'ai essayé alors j'ai la chance d'avoir des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et qui m'ont permis de passer ce cap, et ça a été je leur remercie encore. Et c'est vraiment c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des belles amitiés et qu'on est entouré de belles personnes, et grâce à ça m'a permis de m'en sortir, mais ça a été vraiment très très compliqué. Oui, Frédéric, ce que vous décrivez, c'est une forme de sidération. Ouais. C'est-à-dire que vous avez été sidéré par cette nouvelle brusque, soudaine, et surtout qui n'avait aucun sens. Il n'y a pas de sens qui a été donné à cette rupture. Est-ce qu'ensuite vous avez pu en trouver un sens? Alors, en fait, le truc terrifiant, c'est que je me suis aperçu quelques semaines après. Parce qu'en fait, notre histoire était un peu cachée, parce qu'elle m'avait dit je viens de me séparer de mon mari, et en fait elle ne s'était pas séparée de son mari. Elle me trompait avec des hommes, avec des femmes. Enfin, et en fait elle me cachait énormément de choses, et elle me mentait sur plein de choses, mais en fait elle me donnait l'image que j'avais envie de voir en elle. Bien sûr. Et donc forcément j'avais en face de moi la personne que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et c'était vraiment une magie absolue. Mais ce que je comprenais pas, ce qui était un peu paradoxal, c'est que elle mentait sur des détails à sa famille, à son père, à sa mère, à sa sœur et son frère, à ses amis. Et je me dis, mais comment tu peux mentir à ça? Elle me dit, mais non, mais je leur mens pas. Je fais en sorte de ne pas les faire souffrir. Mais elle faisait la même chose avec moi, mais je n'en savais pas, je n'en savais rien. Vous n'aviez pas envie de le voir, en tout cas. Peut-être qu'il y a une part de vous qui aurait pu s'en rendre compte, mais comme vous étiez dans l'état amoureux, on est aveugle, hein, et vous viviez un petit peu avec des lunettes roses. Je sais pas vraiment. Je pense qu'il y avait peut-être un peu ce côté. Je suis d'accord avec vous, Brigitte, sur un point, mais j'avais aussi ce recul par rapport à toutes les expériences que j'avais pu vivre auparavant. Je sais que tout n'est ni blanc ni noir. En fait, tout est vraiment un petit peu entre les deux, un juste milieu. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que elle me vendait ce que j'avais envie de véritablement de voir. Oui, mais elle est certainement un peu mythomane, un peu affabulatrice, et vous êtes tombé dans le panneau parce que vous étiez amoureux. Et je crois qu'il n'y a pas à vous en vouloir, ni à vous sentir responsable de quoi que ce soit. Beaucoup à votre place, sans doute, seraient tombés aussi dans le panneau. Mais d'où la chute encore plus vertigineuse que vous avez connue, bien sûr. Exactement. Mais à l'arrivée, aujourd'hui, il faut vous dire, de toute façon, c'était une histoire qui n'avait pas de sens et qui n'aurait pas pu durer.
Alors c'est ce que je commence un peu à me dire avec le recul après ces 2 années, en plus qui ont été un peu chaotiques à tous les niveaux, au niveau social, puisque forcément il y a tout ce qu'on a connu. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait d'arriver à se reconstruire. En plus de ça, on se dit mais est-ce que je suis fait pour l'amour ? Est-ce que je me fais pas toujours, comme vous l'avez si bien dit, je raconte bien une belle histoire et en fait la vérité est peut-être pas si belle que ça. C'est ça, en fait, c'est le doute, en fait, alors que je suis un peu un lapin de 3 semaines. Hein. Moi, quand on m'a quitté, le lendemain, si je redécouvre une belle personne, je vais retomber amoureux de la même manière comme c'était la première fois. Il n'y a pas ce côté où je vais essayer, où je vais être un peu rancunier par rapport à l'histoire que j'ai pu vivre auparavant. Donc il n'y a pas ce côté-là. Il y a vraiment une question vraiment de dire c'est une autre personne, donc c'est une autre histoire et ça doit être différent en tous les cas. Oui, mais après tout, tant mieux parce que c'est bien d'être capable de retomber amoureux facilement, etc. Et puis il faut peut-être se dire aussi une chose. De toute façon, on ne connaît quelqu'un qu'avec le temps. Hein. Et quelque part, quelqu'un qui nous quitte de cette manière-là n'en vaut quand même pas vraiment la peine. C'est ce que m'ont dit mes amis. Exactement. Ben oui, donc voilà, après, ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas le temps qu'il faut pour s'en remettre, parce que quand on est quitté alors qu'on est encore amoureux, c'est terriblement violent, de toute façon. Ah ouais, c'est la pire des choses. Mais c'est une drogue qu'on vous enlève, hein, Frédéric. Oui, complètement, hein. Oui, tout à fait. Mais vous aviez été amoureux avant, Frédéric ? C'est une belle question, ça. Je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, avec cette fille-là, c'était tellement... J'étais pour la première fois capable de me mettre à nu, et en même temps, dans tous les sens du terme, et en même temps d'être vrai à tout bout de champ. Mais ça c'est la force des gens qui sont un peu, allez, je sais pas comment le dire, mais un peu fous, hein, au sens large du terme. Hein, je dis pas qu'elle était folle, mais c'est des gens qui sont tellement capables de se mettre sur la même longueur d'onde que nous, qu'on a un peu cette impression qu'on a rencontré l'âme sœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et elle vous a complètement mis dans son emprise grâce à ça, quoi. Ouais. Oui, vous avez vraiment touché très justement. Et je dois rajouter quelque chose qui a un rapport avec l'émission d'hier. Je suis désolé de faire le rapport avec l'émission d'hier. Non, vous n'allez pas me refaire pleurer, Frédéric, s'il vous plaît. Non, je vais pas vous faire pleurer, mais j'ai vécu la même chose avec mon père, en fait. J'ai vécu la même chose que vous avez abordé hier. Donc ça m'a énormément touché, en fait, les témoignages qui ont pu être donnés à l'antenne. Oui. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et en fait, pour reboucler avec l'émission d'aujourd'hui, c'est que cette femme-là m'a donné la possibilité, enfin, d'avoir le courage d'avoir envie d'avoir un enfant. Ah oui. Eh oui, parce qu'en fait, quand on a vécu, on va dire, quand on a vécu ce qu'on vit quand on a un père qui bat, qui est vraiment pas bienveillant avec ses enfants, en fait, on n'a pas envie de reproduire ça, et donc en fait, on s'interdit d'avoir des enfants. Et elle vous a ouvert quelque chose. Et elle, avec sa fille m'a donné des preuves d'amour. J'ai dit waouh, c'est ça. Ah mais je veux être père tout de suite. Je veux pas me priver de ça. C'est ça. Exactement. Oui. Mais on va revenir sur cette chose si belle que vous venez de nous dire, Frédéric. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sabrina Philippe est avec nous et nous essayons de comprendre tout ce qui se passe quand on a le cœur brisé après une rupture. Frédéric, vous êtes avec nous. Vous venez de dire quelque chose qui nous a évidemment tous touchés, émus. Hein. Cette femme, écoutez, au moins ça aura été une expérience qui vous aura apporté quelque chose. Exactement, tout à fait. Oui, Sabrina. Oui, vous disiez juste avant que... En fait, vous aviez eu un père manifestement très dur avec vous, où il y avait eu une forme de maltraitance, si j'ai bien tout compris. Et il faut aussi que vous compreniez peut-être, Frédéric, que quand on a eu une enfance si difficile, on a tendance aussi à idéaliser. C'est une façon de se protéger en tant qu'enfant. On idéalise ce qu'on n'a pas dans sa vie d'enfant, ce qui est compliqué. Et peut-être que c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec cette femme. C'est-à-dire que vous avez idéalisé aussi sans doute l'amour et l'amour avec cette femme-là. C'est pour ça que parce que je vous avais posé la question de savoir si vous aviez été amoureux avant. Oui, en fait,
c'est difficile. C'est compliqué d'ailleurs de définir l'amour en général parce qu'en fait, en fonction des personnes, on va avoir des affinités sur certains points et on n'aura pas les mêmes relations et les mêmes partages. Et les mêmes émotions en même temps. Mais moi, je ferai la différence entre l'amour et l'état amoureux, parce que là, vous nous avez vraiment parlé d'un état amoureux où on est aveuglé et où on est sous l'effet d'une drogue, hein, de toute façon. Et c'est pour ça que c'est si douloureux quand la personne arrête, parce qu'on est en manque. Hein. Et je pense que dans votre cas, c'était vraiment un état amoureux. Et je pense que dans l'état amoureux, il y a toujours un effet miroir, c'est-à-dire que quelque part, sans doute qu'elle aussi, elle a dû avoir dans son enfance des choses difficiles. Ah, là, elle m'a dit qu'elle avait été victime de viol avec son grand-père. Donc, et c'est ça qui a fait aussi que ça a flashé entre vous. Et puis à un moment donné, comme ça peut arriver, quand on est, elle a certainement été, enfin. On n'en sait rien, mais c'est mon analyse, mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'elle a certainement été amoureuse de vous parce que ça lui a permis de passer le cap de la rupture qu'elle faisait avec son mari qui avait l'air d'être difficile. Et puis à un moment donné, c'est le danger de l'état amoureux, ça s'arrête tout d'un coup. En fait, elle m'a relancé énormément après. Hein. Elle a essayé de reprendre contact avec moi et mes amis m'ont dit Fred, ne fais pas cette erreur-là, ne retombe pas là-dedans, tu vas vraiment y passer, vraiment y perdre des ailes, des plumes. Et c'est vrai que je l'ai bloqué partout. Il m'envoyait des courriers, il m'a laissé des courriers dans la cour. Enfin, c'était vraiment un peu hystérique, j'ai envie de dire, malgré tout. Et moi, en fait, vu que j'avais eu ce support en fait de ses amis, ça m'a permis d'éviter de retomber. Ça ne veut pas dire que c'était facile, hein, mais ça m'a permis en même temps de me dire waouh, c'est bon, ça y est, j'ai fait. Mais moi, j'ai pas un avis aussi tranché que vos amis. Parfois, on peut retomber un peu, et puis ça nous permet de souffrir à petit feu. Moi, je suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire de pas replonger, tout en sachant bien que si on replonge, de toute façon, ça se terminera. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Sabrina. Oui, après, on peut comprendre aussi ses amis si vous avez été dans un état dépressif assez avancé. Bien sûr. Là, il y a eu un risque quand même. Vous disiez tout à l'heure, je me sentais mourir. Ouais. Donc on peut comprendre aussi que vos amis aient dit attends, stop, parce que peut-être que si tu y retournes là, ton état risque d'être aggravé. Donc voilà, mais mesure de protection en effet. On peut comprendre, mais je pense pas que ce soit une règle absolue. Pas du tout. C'est pas une règle, mais là, non, bien sûr. Là, ce que j'entends quand même, parce que ce que vous nous expliquez, c'est qu'elle vous a trompé lors de cette relation. Oui, elle avait plusieurs relations. Elle avait en dehors de son mari qu'elle n'avait pas quitté. Il y en avait d'autres. Oui. Donc j'entends quand même une certaine toxicité aussi dans tout ce qui s'est passé. Hein, oui, parce qu'en plus de ça, c'est l'ami qui m'a donné les informations par la suite m'a dit si tu m'avais dit ça, Fred, je t'aurais dit surtout fais attention. Elle est bizarre. Enfin, cette fille-là n'est pas sérieuse. Et c'est pour ça qu'elle se séparait de son mari d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'était compliqué et que en fait elle m'a caché une partie de la vérité et véritablement de ce qu'elle était profondément. Mais voilà, donc c'est ça qui était difficile de comprendre avant d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Bien sûr. Mais en tout cas, elle vous aura apporté quelque chose. Ah oui, complètement. Grâce à ça, vous êtes prêt maintenant à devenir père. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est assez perturbant, mais c'est un peu ce que quand on dit dans la théorie du chaos, c'est qu'en fait, ce changement-là m'a permis de faire la paix. Alors j'avais déjà fait la paix avec mon père, hein, même si comme vous l'avez sans doute compris, mes amis sont devenus ma famille. C'est-à-dire que, comme le disait hier une personne, tout le monde est au courant, mais personne bouge. Et moi, j'avais un peu convoqué entre guillemets ma famille en disant mais pourquoi vous avez rien fait? Et personne n'était capable de me répondre. C'est pour cette raison qu'en fait ma famille, mes amis sont devenus ma famille et j'ai coupé avec ma famille parce que je ne pouvais pas vivre dans cet état où j'avais été victime de violences, de très grosses violences. Sans être soutenu par qui que ce soit. Voilà, sans être soutenu par ses oncles et ses tantes qui étaient au courant de ce qui se passait dans la famille, enfin dans la maison. Donc voilà. Écoutez, bravo Frédéric, parce que d'abord vous en êtes quand même bien remis et puis vous en avez fait quelque chose et c'est ça qui est formidable. Merci. Merci de ce témoignage. Merci.
Merci Brigitte, un grand merci. Vous êtes quelqu'un de vraiment bienveillant, mais pas bienveillant bisounours, bienveillant quand vous devez être ferme, vous êtes ferme, vous êtes extraordinaire. Bravo. Oh bah merci Frédéric, ça commence bien la journée, merci à vous. On continue avec notre Sexy News, Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. 5 ans après MeToo, ça fait juste 5 ans là ? Oui, pourquoi ça vous a paru plus long ? Alors la Maison Guerlain présente une exposition d'artistes féminines, je ne sais pas si vous êtes au courant, intitulée « Les militantes ». La Maison de littérature érotique La Musardine, là je suis sûre que vous êtes au courant, présente un recueil d'auteurs féminines nommé Les Indécentes, et nous l'avons même avec nous en direct sur le plateau. J'en parlerai demain avec Flore Chéry, Formidable. qui est auteur. La chaîne de télévision Teva lance un programme intitulé Les Piquantes. Écoutez, il ne manque plus qu'une série télévisée intitulée Les Affranchis, puis on est bon, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, bientôt, on chantera Où sont les hommes, et avec tout le respect que je nous dois, mes sœurs, on l'aura bien cherché. Moi qui ai une fâcheuse tendance à nager à contre-courant, vous me connaissez, je rêve d'un mouvement intitulé Fais-moi grimper au rideau et plaque-moi au mur. Mais c'est une toute autre campagne de publicité qui vient d'être lancée par le gouvernement. Des affiches sur lesquelles on peut lire « Si j'ai pas dit oui, c'est non ». Alors, oui, bien sûr, c'est non. Enfin, c'est non jusqu'à ce que je dise oui. Enfin, je veux dire, c'est oui jusqu'à ce que je dise non. Enfin, je veux dire, loin de moi l'idée de chipoter, mais enfin, tout de même, les choses du désir ne sont jamais aussi claires. Une partie de jambes en l'air, c'est un peu comme une partie de poker, on ne sait jamais à l'avance quelle carte on va avoir en main, on bluffe, on dit oui, on dit non. Et c'est ça qui est excitant, quoi. L'expression du désir se joue en demi-ton, pour reprendre la formule du pianiste célèbre André Manoukian. Alors, le désir se dessine sur un large registre qui va de peut-être, on ne sait pas, on va voir. Ah oui, là c'est bien, oui. Enfin, en fait, non, attends, pas comme ça. Attends un peu. On essaye sur la commode et c'est pour voir. Ah oui, là c'est bien. Oh non, enfin oui, c'est bien. Le désir est une escalade. Je n'ai pas tout de suite envie de te lécher le téton. Enfin, je veux dire, d'abord, je te mate, je te désire, je m'approche, je te frôle, je te sens, je te respire, je te palpe peut-être. Je te montre ce que tu me fais. Je frissonne, je me cambre, je te retourne. J'ouvre ton chemisier. Et enfin, je te lèche le téton. Le langage corporel possède 50 nuances de désir et plus si affinités. La plupart des hommes sont éduqués et comprennent très bien le message lorsqu'une femme vire leurs mains baladeuses du dessus de leur cuisse, par exemple. Enfin, c'est très explicite. Dans la plupart des cas, ça suffit. Ça ou une paire de gifles pour les plus vilains. La question de la non-compréhension du langage corporel se joue pour une poignée d'hommes seulement, extrêmement malpolis, violents, qui vont être jusqu'à être hors la loi. Et pour cela, il y a une justice. Je crains malheureusement que ce ne soit pas une poignée. C'est juste, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur le désir qui est fluctuant. Et c'est d'ailleurs la grande problématique entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme est emporté par sa pulsion qui va dépasser le désir. Nous, on peut être désirante et puis au moment des échanges charnel, tout d'un coup, on se dit, non, finalement, celui-là, il n'est pas assez sensuel pour moi, etc. Donc, on peut faire marche arrière. Et je ne pense pas qu'il y ait qu'une poignée d'hommes qui soient capables de maîtriser leur pulsion à ce moment-là. C'est tout le problème. On parlerait de encore une fois, je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber dans l'excès actuel, mais... En tout cas, pour ceux-là, pour ces hommes, même s'ils sont plusieurs poignées, et ça me fait de la peine, mais c'est tout à fait possible que vous ayez un verdict plus juste que le mien. Mais en tout cas, pour cela, il y a une justice qui est de plus en plus sévère, en tout cas qui se veut de plus en plus sévère. Il y a de nombreuses lois qui viennent d'être votées, on sait que les lois ne sont pas appliquées. On sait qu'on risque gros si on tue quelqu'un, ça n'empêche qu'on continue à tuer de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je crois qu'on arrive malheureusement, je pense que on ne s'en sortira pas tant qu'on ne fera pas une éducation. J'y arrive. La question de l'éducation. Pour moi, c'est la vraie question. C'est la question de l'éducation qui a été évincée, malheureusement, au profit de déballages médiatiques vulgaires. MeToo, censé pointer du doigt les violences contre les femmes, s'est transformé en débat sur la manière de rendre justice. MeToo, qui aurait dû se concentrer sur le désir féminin et ses moyens de l'exprimer, de le nommer, de le partager avec l'autre en toute sécurité et dans la joie créatrice
caractéristique des moments d'amour et de sexe. Non, MeToo s'est transformé en étendard pour le sacro-saint consentement, sauf qu'une fois que l'on a consenti, on n'a pas dit grand-chose en réalité. Consentir au désir de l'autre, ce n'est en rien comparable à exprimer son propre désir. Et cette éducation, effectivement, qui devrait aussi être faite, évidemment, aux hommes, de comprendre, de nommer son désir. Je crois que notre liberté en tant que femme ne sera réelle que lorsque nous saurons manifester notre désir, que nous saurons le faire évoluer, le nourrir, ne pas en avoir honte, ne pas le cacher, ne pas culpabiliser, lorsque nous serons fiers de ce désir qui bouillonne en nous et qui nous rend si belles, fiers de dire oui comme de dire non. Et finalement, je crois que c'est une liberté que doivent aussi gagner les hommes, hein. On parle beaucoup du désir féminin, mais en réalité, je crois que ce travail-là, il doit être fait aussi par les hommes. Alors bien sûr, hein, on est dans un état de droit, je le rappelle, parce que je sais qu'on est des êtres humains et qu'on a envie à chaque fois d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que je suis une femme que j'ai tous les droits. Voilà. Évidemment, j'invite mes sœurs, hein, à ne pas se rabaisser, à faire payer aux hommes leurs erreurs passées, parce que comme le dit le proverbe sicilien, lorsque tu te venges, tu creuses deux tombes, celle de ton ennemi et la tienne. Et moi, j'ai pas très envie de finir au fond d'un trou, enfin, ou alors pas celui-ci. Non, mais votre chronique est tout à fait intéressante. C'est très juste, bien sûr, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui ne savent pas exprimer leur refus et beaucoup d'hommes qui ne les entendent pas. Et c'est compliqué. Et ça restera compliqué, à mon avis, encore très longtemps. Aussi longtemps que les générations, je dirais, continueront aussi à accepter, parce que pour une jeune fille qui fait comme sa mère, qui prend exemple sur sa mère, et ben ça va être compliqué aussi de briser ça. Donc c'est sur plusieurs générations à venir qu'il faudra travailler en effet sur cette éducation. Oui, je pense qu'on n'est pas au bout, hein. Et là, on est peut-être dans un excès inverse, ça se rééquilibrera à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Oui, c'est surtout mettre la lumière, effectivement, sur cette éducation. Je crois que c'est le plus important, plutôt que de mettre la lumière sur d'autres choses qui sont en fait... Je sais que beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui n'osent plus, et même des hommes plus mûrs, hein, n'osent plus essayer de séduire une femme. Et beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent de ne pas être séduites. Donc on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème. Là, pour l'instant, on est dans un no man's land qui n'est pas non plus très positif, hein. Non, on va peut-être... moi, en tout cas, je continuerai à faire des spectacles où l'on explorera la chose. Mais là-dessus, je vous fais totalement confiance, Julia Palombe. Mais justement, vous êtes dimanche à 19h à la cantine de la Cigale, c'est dans le 9e arrondissement, hein. Oui. C'est entrée libre, donc allez voir Julia Palombe, ça relancera votre désir. Merci. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on va revenir sur le cœur brisé, bien sûr. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sabrina Philippe est avec nous, psychologue, et nous évoquons justement les ruptures amoureuses. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. De rien. Alors vous aussi, ça a été une rupture assez brutale, hein, il me semble. Oui, très compliqué. Ça s'est fait en un mois de temps. J'ai passé 16 ans avec quelqu'un. On a eu un enfant ensemble. Et puis, en un mois de temps, elle est partie avec quelqu'un. Pour un autre homme, donc. Oui, pour un autre homme. Oui. Et bon, c'est récent, hein. Ça s'est fait au mois de mai. Bon, c'était... Oui. Ça a toujours été un peu compliqué. On travaillait ensemble, hein. On avait une exploitation ensemble. Voilà. Et puis... Mais qu'est-ce qui était compliqué dans votre couple ? C'est quelqu'un qui m'a toujours menti, et je me suis aperçu de ça surtout après, qui disait jamais la vérité, qui me cachait pas mal de choses. Voilà, mais moi je n'ai pas voulu voir. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, parce que j'ai passé 20 ans la première fois avec une personne, et ça s'est fait exactement pareil, quoi. Elle est partie du jour au lendemain, elle m'a laissé avec les enfants. Là c'est pareil, elle m'a laissé avec ma fille. Donc je me dis, est-ce que c'est de ma faute, quoi? Alors, votre faute, on ne se permettrait pas de dire ça, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre, oui. Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, souvent c'est ce que je dis, une fois c'est du hasard, deux fois c'est plus du hasard.
Oui. Donc il y a peut-être en effet, comme le disait Brigitte, quelque chose à comprendre, et peut-être aussi à comprendre de vous votre regard sur la relation que vous avez avec ces femmes. C'est-à-dire que parfois on peut être aussi dans une relation sans la regarder, cette relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans faire attention non plus à ce qui s'y passe, en se disant bah voilà, je suis en couple. Oui, tout à fait d'accord. Oui, ça Le vous fait parle ça ? ouais, j'ai toujours été, je sais pas, j'ai l'impression que j'aime bien me faire du mal en fait. Ben, c'est peut-être moins douloureux de faire comme si tout allait bien que de remettre en cause une relation. Peut-être que vous avez du mal avec vos émotions, avec les sentiments, du mal à communiquer sur ces points-là. Vous communiquez peut-être très bien sur qui est-ce qui achète le pain et qui est-ce qui emmène les enfants à l'école. Mais sur les choses plus profondes qui touchent le cœur, peut-être que vous avez du mal là à réellement vous rendre compte de ce qui va pas et à communiquer avec l'autre. Et donc peut-être que vous avez un petit peu fait l'autruche à chaque fois. Peut-être. Je sais pas, hein, j'ouvre des portes, c'est vous qui me dites si on ouvre la bonne ou pas. Bah, j'ai toujours eu du mal à... Non, je déclare mes sentiments. Moi, j'ai toujours voulu tout partager. J'ai toujours été très dans la discussion tout le temps. C'était plutôt le contraire. Les Donc deux relations que j'ai eues. Vous choisissez des femmes qui ne savent pas communiquer. Oui, plutôt, oui. Ça, oui. Plutôt qui ont du mal à parler, qui ont du mal qui ont quand même des soucis avec leur entourage, leur famille. Donc vous êtes un peu sauveur. Voilà, c'est peut-être ce que... Hein, vous prenez quelqu'un qui est un peu fragile, vous la prenez sous votre coupe, et vous pensez que parce que vous la sauvez, vous allez pouvoir la garder. C'est sûrement ça, oui. Mais ça marche pas comme ça, malheureusement. C'est sûrement ça. Oui, donc il va falloir que vous compreniez que c'est pas parce qu'on tient quelqu'un qu'on le garde. Parce que bon, elles se sont peut-être un peu réparées grâce à vous. Oui, puisqu'elles ont eu la force de partir et puis elles ont fait des choses. À chaque fois, c'était des personnes qui avaient du mal à communiquer avec les autres, qui avaient du mal à avoir des amis, qui avaient du mal à aller travailler. Enfin, vous les avez aidées, oui. Mais alors, qui est-ce que vous sauvez à travers elles ? Je sais pas. C'est ça qu'il faut chercher. J'arrive à... Non, mais j'ai pas dit que ça n'allait pas, vous, mais peut-être que vous sauvez quelqu'un qui vient de votre enfance et que vous sauvez à travers elle. Et c'est ça qu'il faut trouver. Et si vous trouvez, je pense que vous répéterez pas. Vous êtes d'accord, Sabrina ? Oui. Quand on met du sens, on répète plus. C'est ça tout l'intérêt. Dans votre famille, il y avait quelqu'un comme ça qui avait besoin d'être sauvé ? Je m'excuse, ça va être un peu compliqué, oui. Peut-être ma mère. Effectivement. Tiens, comme c'est curieux, Philippe. J'ai eu une enfance un peu... avec mes parents, ça se passait très bien. Mais ça a été un peu compliqué parce qu'on était 5 frères et sœurs et il y a deux sœurs et un frère qui sont décédés. Et moi, j'étais pas très vieux, j'avais 10 ans. Oui. Et je pense que là, ça m'a toujours... votre voix change, Philippe. Ça m'a toujours fait du mal. Oui. Et ma mère s'en est jamais remise d'ailleurs. Et ma mère m'a toujours dit qu'heureusement que j'étais là parce que... Voilà, c'est peut-être pour ça. Je crois, Philippe, je crois que vous avez trouvé. Et c'est ça qu'il faut travailler. On ne peut pas, en tant qu'enfant, sauver sa maman. Et donc, vous pensez qu'en sauvant d'autres femmes, quelque part, le petit garçon qui est en vous va sauver maman. Vous voyez, c'est cette histoire-là qui se joue chez vous. Mais sauf que du coup, vous êtes à nouveau un enfant malheureux puisqu'elles s'en vont quand même. Oui, c'est une catastrophe. J'ai perdu 10 kilos. Mais oui. Il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner, là, Philippe, je pense. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelques phrases qui vont peut-être résonner en vous et il faut aller les travailler, il faut vous faire accompagner. Justement pour que ça ne se reproduise pas et que vous ne soyez plus vous, ce petit garçon dans la relation, mais un homme. Et un homme aussi qui ne se met pas de côté. Parce que vous avez dû vous mettre beaucoup de côté avec votre mère. Donc un homme aussi qui vit pleinement sa relation.
vous voyez Philippe. Je me mets toujours en retrait quand dans une relation. Je pense pas à moi. C'est que. Il faut que je dépense 20 € pour moi, c'est tout. Je culpabilise. Enfin, c'est toujours. Eh ben Philippe, vous avez là on a touché un point sensible et vous en êtes rendu compte. Hein. Donc là maintenant, vous allez tranquillement prendre le temps d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou une thérapeute peut-être d'ailleurs. Et puis cette personne, elle va vous aider à grandir, à prendre soin de vous, à devenir un homme. Et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, votre vie va complètement changer. Votre vie amoureuse, hein, je me permettrai pas de parler d'autre chose. Et 55 ans. Mais non, vous avez peut-être encore 40 ans à vivre. Ça vaut le coup de travailler un petit peu là, non? Hein? Oui. Et puis de toute façon, tout ce que vous avez déjà vécu, ça va vous servir aussi. Ah oui, ça a été des belles histoires quand même, de toute façon. Bon, et puis à un moment donné, vous verrez, vous allez totalement voir les choses différemment, et à ce moment-là, vous pourrez rencontrer une femme qui sera capable de vous aimer et de rester. Je ne dis pas qu'elles vous ont pas aimé, hein, ces deux-là, mais elles ont pris tout ce que vous avez voulu donner, hein. Oui, tout à fait. Oui. Après, ça va pas être évident non plus de retrouver quelqu'un. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez vous. C'est le travail que vous avez à faire, c'est vous maintenant. C'est cette histoire de vous avec vous-même. Pour l'instant, hein. D'accord. Prenez un peu le temps de vous occuper de ça. Après, ça viendra. Il vaut mieux perdre parfois 1 an que de reperdre 15 ans avec une autre qui vous quittera de toute façon. Hein. Exactement. D'accord ? Oui. Je vous embrasse. En tout cas, merci. Mais non, ça m'a fait vraiment du bien. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Au revoir, Philippe. On va donner une petite devinette comme tous les jours, et puis après on reparlera des cœurs brisés. C'est formidable parce qu'on se rend compte à quel point on peut répéter, mais qu'à un moment donné, si on comprend, si on met du sens, on peut. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est formidable, et aussi à n'importe quel âge. C'est vraiment important de le souligner. Oui, là, j'entendais, j'ai 55 ans, mais vraiment à n'importe quel âge, on peut se transformer, et on peut être à même de vivre d'autres choses. Et c'est parce que il y a des gens comme vous, Sabrina, capables d'écouter et d'aider les gens à se découvrir, hein, parce que là, on voit bien que le travail, il va être fait, il sera fait. Oui, il sera fait. Oui. Alors, voilà ma devinette. Un cœur brisé, c'est comme un puzzle. Pourquoi ? Eh bien, la réponse, c'est après les infos. Et bien sûr, on vous invite, vous aussi, si vous avez envie d'évoquer une souffrance encore très, très forte parce que vous avez été quitté, ou peut-être parce que vous venez de quitter, parce que ça peut aussi faire mal. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sabrina Philippe aujourd'hui. Nous évoquons les cœurs brisés avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. On peut peut-être aussi évoquer tout ce qui se passe grâce ou à cause des réseaux sociaux. Hein. Vous êtes l'auteur de Tous Fake Self qui est sorti aux éditions Très Daniel. On voit bien que ça change aussi, hein, les rapports amoureux. C'est tout ça. On parle d'ailleurs du ghosting, hein. C'est un terme nouveau qui n'existait pas avant. Hein. Avant même la rupture, voilà, on donne plus de nouvelles, on répond plus. On voit que le message a été lu, mais il n'y a pas de réponse. On attend une réponse qui ne vient pas. Tout ça, c'est relatif évidemment à tous ces réseaux. Ou alors, ce qui est pire aussi, je trouve, c'est qu'on attend tout de suite une réponse. On envoie un SMS et s'il répond pas dans le quart d'heure, on est presque. Alors que, enfin, je veux dire, bien sûr que c'est pas parce qu'on reçoit un SMS qu'on est disponible à la minute, quoi. Il y a une difficulté à justement à prendre le temps aussi. Et je trouve que une relation amoureuse, c'est aussi savoir laisser à l'autre du temps, prendre du temps pour qu'elle s'installe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, l'attente nourrit le désir. Dans ce dernier livre, justement, j'évoque le moment où, adolescente, j'avais un répondeur et j'attendais tout le trajet de rentrer pour écouter s'il y avait un message sur le répondeur. Et toute cette attente nourrissait évidemment le désir que j'avais à l'époque pour ce garçon. Et aujourd'hui, cette immédiateté met aussi notre désir à mal.
Je trouve qu'on a beaucoup de choses à comprendre et il faut faire attention. C'est bien hein, les SMS, etc. Mais attention, quoi. C'est pas. Et puis on peut parfois mal interpréter un SMS. Enfin tout ça est compliqué. Hein. Oui, alors ça c'est vraiment juste parce quand on se parle comme ça par message interposé, souvent il y a des contresens, on ne comprend pas et rien ne remplacera jamais évidemment un regard, un geste, une peau, un moment où on va se toucher. Et là il n'y a pas d'équivoque possible. Alors, un cœur brisé, c'est comme un puzzle. Pourquoi ? Vous avez eu le temps de réfléchir ? Vous avez une réponse à me proposer ? Alors, personnellement, non. Tout simplement parce qu'il faut beaucoup de patience pour reconstruire un puzzle. Et il faut aussi beaucoup de patience pour reconstruire un cœur brisé. Voilà, je trouve que c'est assez juste la comparaison. Nous sommes avec Sébastien maintenant. Décidément, les hommes aussi ont le cœur brisé. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Brigitte, et puis bonjour à votre invité. Bonjour, Sabrina Philippe qui est avec nous. Alors, donc vous avez vécu 5 ans avec cette femme avant qu'elle vous quitte. Exactement, donc j'ai vécu même un peu plus de 5 ans avec une personne où tout semblait relativement extraordinaire par le biais de la rencontre qui avait été relativement atypique dès le début, qui avait ensuite laissé entrevoir que des belles choses pendant 5 ans et demi, donc on finit par s'imaginer que rien ne peut nous arriver et puis il se trouve qu'en début d'année 2022 ça a été tout le contraire. On a fait un dernier voyage et puis en fait à la fin de ce dernier voyage il y a eu une envie de cette personne d'arrêter, mais d'une manière extrêmement brutale. Donc voilà, on revient un petit peu sur ce que vous disiez depuis le début, sur ce phénomène qui ensuite déstabilise totalement la personne, en l'occurrence celle que je suis, quoi. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose. On vient d'avoir 3 hommes. Vous êtes le 3e, Sébastien, et qui évoque, pareil, une rupture de la part d'une femme qui met fin d'une manière assez violente. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les femmes sont parfois plus versatiles avec leurs sentiments, ou en tout cas, y attachent beaucoup d'importance. Et puis tout d'un coup, elles considèrent qu'elles n'aiment plus. Elles sont capables d'être assez brutales. L'homme va peut-être plus facilement s'adapter parce que lui, il est dans une relation et après tout, ça lui va bien. La femme mettant tellement ses émotions en avant que dès qu'il y a un petit brin de sable qui se met dans la relation, elle peut être capable comme ça du jour au lendemain à quitter. Et comme les femmes ne savent pas toujours dire ce qui ne va pas, elles accumulent jusqu'à ce que... Parce que là, encore une fois, Sébastien, peut-être qu'il y avait des choses déjà qui n'allaient pas, qu'elle n'a pas osé dire, ou qu'elle l'a dit qu'à demi-mot, que vous n'avez pas vu. Je ne sais pas, encore une fois, mais ça, c'est quand même quelque chose que je remarque de plus en plus. Excusez-moi, c'est sans doute tout le problème, c'est que on vit, on a l'impression que tout va bien. Effectivement, moi c'était une personne qui, pour avoir un petit peu analysé, essayer de comprendre un petit peu, j'ai cru comprendre que c'était une personne qui était taiseuse d'après ce qu'on dit a priori. Donc elle a forcément tout gardé, et puis un jour a envie de dire sans avoir réellement dévoilé les choses au moment où on était ensemble, et on aurait pu résoudre les problèmes. Et puis le verdict il est très dur parce qu'après on n'a plus du tout le choix et la possibilité de pouvoir essayer de comprendre, de faire différemment et surtout de laisser vivre cette chose qui nous tenait tellement à cœur, quoi. Et c'est pour ça que je crois que quand on vit en tant qu'homme, si on vit avec une femme un peu taiseuse, il faut pas hésiter de temps en temps à essayer quand même d'avoir une vraie conversation. Alors je sais que c'est pas facile quand quelqu'un est taiseux, mais pour être sûr qu'il n'y a pas des petites choses comme ça qui sont en train de s'accumuler. Là clairement, ça s'était a priori accumulé. Je pense que cette personne, après aussi analyse, parce que j'ai quand même eu le temps au travers des nuits où j'ai peu dormi, repenser à tout ça, et il s'avère que je pense qu'elle s'était sans doute beaucoup oubliée, je pense, dans la relation. Et puis peut-être qu'un jour ou l'autre, la réalité revient, et puis on s'aperçoit qu'en fait, on a mis beaucoup de choses de côté. On pensait certainement pas en avoir besoin, ou en tout cas pouvoir un petit peu les mettre à un second plan. Et puis en fait, la vérité et puis la personnalité revient malgré tout toujours au devant de la scène. Et puis je pense qu'elle s'est aperçue que de toute façon, on ne pouvait pas vivre quand on a aux alentours de 40-45 ans en se faisant semblant, je pense, quoi. Donc c'est un peu
c'est un peu ce qui s'est passé. Et juste pour un de vos auditeurs précédemment donc a indiqué qu'il avait eu donc une rupture, je crois que c'était par SMS, quelque chose comme ça. Moi, j'étais pas loin d'avoir, après 5 ans et demi de vie, les clés de ma maison déposées dans ma boîte aux lettres, et donc de les retrouver un jour et de même pas avoir de réponse de cette personne qui m'en a jamais d'ailleurs donné d'autres derrière. Donc la rupture est extrêmement douloureuse. C'est violent, mais c'est violent, c'est très violent, bien sûr, Sébastien. Moi, j'ai quand même tendance à penser toujours qu'il y a pas mal de signes qu'on se refuse de voir aussi. On ne peut pas être bien tout seul dans une relation. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bien si l'autre ne l'est pas. On ne peut pas être bien si on n'est pas à l'unisson. Donc, il y a forcément aussi toujours des éléments, soit qu'on se refuse à voir, mais pas forcément. C'est pas forcément du déni. Parfois, on est pris dans sa vie. Et puis, on peut se dire aussi que tant que la personne est là, c'est que ça fonctionne finalement. Voilà. Or, une relation, c'est pas seulement d'être ensemble, c'est aussi d'alimenter quelque chose ensemble. Et être à l'écoute aussi de soi et de l'autre. Dans une relation, c'est aussi un gage soit de pérennité, mais soit aussi d'arrêt, un arrêt qui est nécessaire parfois. Voilà. C'est ce que je voulais quand même préciser, parce que et quand on refait l'histoire, bien souvent, et quand on accompagne la personne à refaire l'histoire, eh bien, on se rend compte qu'il y avait plein de petits moments, souvent, où ça n'allait pas tant si bien que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Sébastien. Ah oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, au début, on a l'impression que tout va bien et on arrive à s'en convaincre. Et après, il faut justement, vous parliez au tout début de l'émission donc des différentes étapes de la rupture. Bon, il se trouve qu'a priori, j'ai été et je pense que je suis encore un peu bloqué sur une des étapes. Laquelle? Bon, je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, l'acceptation a été très difficile. Il y a un phénomène de colère, je crois que vous disiez. Et aujourd'hui, moi, globalement, c'est la première fois de ma vie où je ne suis pas réellement en colère contre une personne qui pourtant, en fait, ma vie s'est quasiment arrêtée. J'ai tout mis un petit peu de côté. Je me suis mis en danger sur plein de points. Et donc, je devrais légitimement lui en vouloir. Et en fait, j'ai l'impression que je lui accorde toutes les excuses et je prends toute la part de responsabilité. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui s'est passé, c'est globalement de ma faute. Et comme on a un peu tapé sur mon affect en laissant transparaître des mauvais côtés de ma personnalité, j'ai gardé que ça aussi. Et voilà. Donc heureusement, par contre, je tiens à le signaler, j'ai eu une personne qui m'a accompagné du début. Alors j'ai pas envie de dire la fin parce que la fin elle n'est pas encore arrivée. Non, je pense que je vais un peu mieux, mais je pense que ça peut très vite malgré tout encore redescendre. Et j'ai un collègue qui aujourd'hui a été présent, mais d'une manière extraordinaire, et je souhaite à n'importe qui d'avoir ce type de personne à ses côtés, parce que s'il n'avait pas été là, j'en serais certainement pas là à discuter de manière posément avec vous. Oui, mais est-ce que vous avez encore l'espoir qu'elle revienne? Alors, si je vous dis la vérité, je dirais oui. Si j'ai envie de m'auto-convaincre que c'est dangereux de dire, donc je dirais non. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, je me dis, en tout cas, ce que j'aimerais surtout, c'est vraiment avoir, je sais pas si une explication m'aiderait à mieux aller, mais en tout cas, je me dirais que j'ai pas l'impression que 5 ans et demi de vie aussi fabuleuse, enfin, elle semblait aussi fabuleuse. En tout cas, c'est votre vérité, vous les avez vécues comme ça, donc vous avez le droit de dire 5 ans de vie fabuleuse, parce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous savez, Sébastien. Il faut oser aussi être capable de donner ses ressentis. Moi, j'ai l'impression dans ce que vous me dites que vous êtes en effet à la 3e étape, c'est-à-dire que vous êtes encore dans l'espoir qu'elle revienne et dans une sorte de marchandage. C'est parce que moi, j'ai pas été assez bien qu'elle n'est pas là, mais si moi je redeviens mieux, elle va revenir. Donc vous êtes encore dans cette phase-là. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas accepté de vraiment souffrir. Alors, malgré tout, j'ai envie de dire quand même que c'est depuis mai, donc c'est également relativement lointain et c'est proche. Non, c'est très récent. Ça dépend un peu de quel côté on se met. Non, mais moi, vous avez raison. Que ça fait des années et des années. Mais aujourd'hui, voilà, je suis obligé d'essayer d'aller mieux parce qu'aujourd'hui, j'ai que 48 ans, entre guillemets. Je pense que j'ai encore quelques années aussi à vivre. Sébastien, moi, c'est vraiment un message que je veux transmettre. On peut être très malheureux, très triste, mais quand même aller bien. La tristesse, c'est pas quelque chose qui nous entraîne forcément au fond du gouffre. Ouais. Mais il faut accepter éventuellement de pleurer, il faut accepter d'éventuellement et je crois qu'il y a quelque chose que nous avait dit Yvon Dallaire il y a quelques jours et que je trouve très juste parce que moi-même j'ai vécu ça récemment. Il faut être capable de comprendre que chaque fois qu'on est en train de se remémorer des bons moments, c'est des moments qui de toute façon n'auraient pas pu continuer à exister si on était resté avec la personne. Et donc à ce moment-là, il faut re-rationaliser et dire c'est ma nostalgie, j'ai le droit de temps en temps d'y penser, mais je ne dois pas me baigner dans la nostalgie.
Oui, si je peux me permettre aussi, c'est qu'il y a des moments avant et après qui ne sont pas toujours aussi extraordinaires que ceux que l'on garde. Voilà. Parce que souvent on a tendance à isoler le moment, à l'encapsuler, Absolument. et puis on oublie avant qu'on s'est disputé et après que c'était difficile, mais on garde ce petit moment-là. Je ne sais pas si ça vous parle, Bon. ça, Sébastien. Si, totalement. Et puis vous parliez tout à l'heure du mot nostalgie aussi, quoi. Donc nostalgie, moi j'idéalise, je pense que je l'idéalise encore beaucoup. Hein, donc Mais c'est sûr. Non, mais je suis sûr. Moi, je vous entends. Vous êtes beaucoup dans l'intellect. Vous savez en parler de manière très intellectuelle. Bravo. Mais vous vous n'en parlez pas avec le cœur. C'est-à-dire votre cœur, il y a quelque chose qui est cadenassé pour pas trop souffrir, justement. Et puis moi, ce que j'ai bien peur, c'est que par contre, c'est qu'il soit cadenassé pour la suite de ce qui me reste à vivre. C'est qu'aujourd'hui, je m'en rends compte. Hein, vous vous doutez bien que, comme beaucoup d'hommes, j'ai essayé un petit peu de refaire surface, notamment en essayant de rencontrer des personnes, en me disant de toute façon de rencontrer des personnes bien. Bon, voilà. Et donc, la seule solution actuellement, enfin la solution la plus simple actuellement, ça s'appelle Internet. Pour moi, c'est beaucoup de rencontres néfastes parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est des. Alors on dit souvent que les hommes sont néfastes sur les réseaux, mais je peux vous garantir que pour le vivre, il y a aussi quand même beaucoup de femmes qui sont relativement néfastes, en tout cas qui sont pas sûres de ce qu'elles ont envie. Et du coup, ça noircit énormément le tableau idyllique qu'on peut avoir de la rencontre amoureuse, de l'amour, etc. Et donc moi je me dis aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore une possibilité pour que je réouvre un petit peu ce cœur et que j'ai envie, quoi. Aujourd'hui non, mais demain oui. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui non. Mais parce que pour l'instant, vous êtes encore accroché à une éventuelle possibilité de revivre avec cette femme, parce que, mais même si intellectuellement, vous savez très bien que c'est pas possible. Mais il y a quelque chose comme ça parce que vous n'avez pas lâché, et il faut lâcher et souffrir un bon coup. Sans doute. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir après accepter. Même dans l'acceptation ensuite, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. De toute façon, on le sait, hein, encore plus dans nos vies actuelles, il faut avancer et on peut pas. Moi, j'ai bien évidemment une situation professionnelle, je peux pas me permettre de m'attrister, de m'alarmer toute la journée, donc il faut aussi. Mais pas toute la journée. Il faut avancer. Vous avez le droit de temps en temps de craquer un peu, tout seul dans votre coin ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Bien sûr que non, je vous dis pas de craquer au bureau. Mais laissez-vous un peu aller de temps en temps, et vous verrez, vous arriverez à aller mieux. Je l'espère parce que bien évidemment, on a envie comme tout le monde d'être bien accompagné, de bien accompagner quelqu'un, et puis vivre de bons moments, parce que je crois qu'actuellement on en a encore plus besoin qu'il y a encore quelques années en arrière, j'ai l'impression, parce que voilà, on a vraiment besoin de partager des bons moments, quoi. Mais quoi de mieux que l'amour, Sébastien, on est bien d'accord. Merci en tout cas de votre témoignage, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on va fêter la fête des entreprises puisque ça fait 20 ans, c'est aujourd'hui, j'aime ma boîte, on en parle dans un instant puis on reviendra bien sûr après avec la rupture amoureuse. C'est toujours en compagnie de Sabrina Philippe que nous allons accueillir Natacha Pouget. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous de ces 20 ans de J'aime ma boîte. C'est la 20e année déjà que cette journée pour montrer à quel point on peut aimer son entreprise. C'est la fête des entreprises. C'est vrai que c'est pas toujours bien vu, mais ça bouge quand même, j'ai l'impression. Je pense qu'on a tous compris que que l'entreprise était une part de la solution aux problèmes qui se posent, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sociaux. C'est une partie de la solution, donc je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le penser, et à le vivre surtout. Alors vous avez été courtière à la bourse, un métier particulièrement masculin, toujours autant j'imagine. Ça évolue doucement, mais quand j'y étais, on était encore extrêmement minoritaire. On était moins de 10% de femmes. C'était encore une anomalie statistique. On devait porter des tailleurs gris pour être passe-muraille et pas se faire remarquer parce que on voulait rentrer dans le rang. Mais ça change. Les relations au travail entre les hommes et les femmes, parce qu'évidemment on va parler surtout de ça dans cette émission, je trouve que ça évolue quand même vraiment dans le bon sens. Enfin, moi c'est un peu l'impression que j'ai. Ça m'arrive de faire des fois des conférences devant les jeunes dirigeants. D'abord, il y a de plus en plus de femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont des postes qui dirigent. Ça évolue plutôt dans le bon sens, non ? Déjà, moi, je travaille pour une entreprise qui a une présidente femme. Donc déjà, moi, j'ai ce rôle modèle en face de moi au quotidien.
Mais effectivement, au-delà des incarnations de dirigeantes, on voit qu'au niveau du management général, il y a une féminisation et ça apporte beaucoup plus en termes de points de vue différents. Un même sujet, on le regarde différemment, on s'enrichit chacun et chacune. Donc oui, c'est en train de changer. Beaucoup reste encore à faire, faut pas être naïf. Je pense que MeToo a permis de mettre des sujets sur la table, qu'on en parle au sein de l'entreprise et qu'on soit plus à l'aise les uns avec les autres, en fait. J'aime ma boîte, donc cette année, c'est surtout pour affirmer l'attachement des Français à leur entreprise. C'est ça un peu le slogan cette année ? Oui, la philosophie, c'est d'essayer de réconcilier les Français, les employés avec leur entreprise et sortir de la diabolisation bête et méchante de l'entreprise. Il y a des entreprises vertueuses, il y en a qui le sont moins. En revanche, on est la majorité à aimer notre entreprise, à aller au travail avec cœur et ferveur. Donc c'est rappeler, c'est de toute cette majorité silencieuse qu'on entend peu, parce que on entend toujours plus les grincheux, les mécontents, plutôt que les satisfaits. Donc, bien sûr. Voilà, c'est dire simplement ça. Mais on sait d'ailleurs qu'on va prendre quand même un peu de soin de s'habiller pour aller au travail. On l'a vu d'ailleurs pendant le télétravail, les gens qui gardaient leurs pantoufles, etc. Et parfois même, on prend plus de soin pour aller travailler que pour dîner le soir avec son amoureux. Moi, ça m'a toujours... de temps en temps, je fais un petit rappel comme ça. Je dis, attention, c'est pas parce que c'est votre amoureux qu'il faut ne plus prendre de soin, alors que vous prenez du soin pour aller au travail. C'est vrai qu'au travail, il y a aussi une mise en scène de soi-même. Chacun veut renvoyer à sa communauté un message implicite, donc je me reconnais dans ce que vous dites. Oui, voilà. Et puis on sait qu'il y a de plus en plus de couples qui se rencontrent sur leur lieu de travail. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, le milieu professionnel, ça fait office de bal dans les villages d'antan. Et c'est vrai, c'est là qu'il y a la plus grande proximité et mixité. Et vous savez dans quel métier il y a le plus de relations extra-conjugales, Sabrina Philippe ? Non. Et vous le savez peut-être, Natacha Pouget ? Non ? C'est assez facile. Prof ? Non, pas du tout. Dans le milieu médical ? Oui, milieu médical, absolument. Après les médias, mais bon, ça, les médias, c'est un peu... On est hors norme. Et oui, le milieu médical, c'est là où il y a le plus de relations. Voilà. Mais c'est vrai, il y a aussi toute la question des relations extra-conjugales en entreprise qui sont... Vous conseilleriez quoi ? On cache, on essaye de cacher, j'imagine, encore plus ou... Moi, je travaille chez Philip Morris, une entreprise de culture américaine. Donc, il y a une grande tolérance vis-à-vis de ces choses-là. En revanche, dès lors que ça se passe entre subordonnés et responsables, il faut le déclarer à une cellule ad hoc. Oui. Et on s'organise pour permettre une mutation de l'un des deux et éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts et que ça devienne difficile à gérer au sein de l'entreprise. Mais voilà, c'est pas du tout le jugement moral qui s'exerce. D'accord. En tout cas, merci d'être venue nous parler de J'aime ma boîte, Natacha Pouget. Merci à vous. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, le jouet et vos cœurs brisés. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sabrina Philippe, exceptionnellement, j'ai parlé d'un livre pour ce Love Conseil. On parle aujourd'hui du cœur brisé, on parle de la souffrance que représente un chagrin d'amour. Et j'ai eu envie de faire un parallèle avec le livre de Christophe Fauré qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Alors, a priori, on va se demander pourquoi. Ça s'appelle Cette vie et au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort. En fait, c'est un livre qui parle des expériences de fin de vie, qui
qui parle aussi de cette sensation qu'on a parfois qu'un être cher revient nous voir alors qu'il est décédé, etc. Il évoque ce que c'est que la conscience qui pour l'instant n'est toujours pas définie sur le plan neuroscientifique, hein, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais en même temps c'est, semble-t-il, quelque chose qui a l'air d'exister, bref. Et pourquoi je parle de ce livre? Parce que c'est un livre qui peut faire du bien à ceux qui ont terriblement peur de la mort, tellement peur de perdre un être cher, et il est évident que lorsqu'on est en chagrin d'amour, c'est quelque part quelque chose d'assez similaire avec notre angoisse de mort. Oui, et avec aussi ce deuil parfois qu'il faut faire d'un compagnon, d'une compagne, hein, qui nous a accompagnés, et qui nous a quittés, pour de bon, là. Voilà. Et c'est vrai que l'idée qu'une conscience puisse exister au-delà de notre corps physique est une pensée. Alors il y a des recherches qui sont faites dessus, hein, sur les expériences de mort imminente, qui est aussi réconfortante de se dire que l'autre est peut-être de l'autre côté et nous attend. Voilà. Et moi, ce que je trouve surtout d'intéressant, et ça je l'ai un peu découvert grâce notamment avec Jean-Michel Ougourlian, qui a beaucoup travaillé sur les neurones miroirs, je crois qu'il faut bien comprendre que quand on a passé quelque chose de fort avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de notre famille ou un amoureux, eh bien, il y a une part de lui qui est en nous. De toute façon, quoi qu'on en dise, notre moi a été transformé par une relation je parle d'une relation qui a compté, hein, bien sûr. Et c'est ça qui me paraît aussi intéressant dans le livre de Christophe Forêt. On voit bien que notre moi, notre personnalité, elle se modifie en fonction des gens qui auront croisé notre chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que même des expériences douloureuses, amoureuses, eh ben, quelque part, elles nous auront apporté quelque chose. Elles nous auront fait évoluer. L'amour nous transforme, mais parfois sur des générations. Mais ça, nous ne sommes pas là pour le voir, nous pouvons le voir chez nos ancêtres. Absolument. Donc voilà, c'est un livre qui peut faire du bien. Ça s'appelle Cette vie et au-delà. C'est aux éditions Albin Michel et c'est de Christophe Forêt qui en est l'auteur, qui est également psychiatre. Hein. Donc c'est pour ça que le livre est intéressant, puisqu'il explique ce qu'on peut en dire justement de toutes ces expériences qui paraissent comme ça entre guillemets surnaturelles, mais qui sont bel et bien réelles pour beaucoup de gens. Alors, on passe du coq à l'âne, si je puis dire, puisque maintenant on va parler d'un jouet intime qui n'a pas de conscience, mais qui peut apporter beaucoup. Céline, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, je trouve que le sujet est un peu grave, mais je vais parler Non, mais on change de sujet là. C'est pas grave du tout. Au contraire, c'est bien joyeux. C'est un vibromasseur Rabbit qui s'appelle Embrace Me de la marque Satisfyer qu'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com, qui est d'un rose un peu rouge, d'une jolie couleur en tout cas. Oui, je confirme. Et puis c'est arrivé dans un très bel emballage. En fait, c'est une belle boîte. C'est assez élégant, c'est sobre aussi. Alors il y a 3 moteurs, mais ça je sais pas trop à quoi ça correspond. En revanche, il y a 12 vibrations et ça j'ai bien compris, parce que du coup ça permet vraiment de monter par palier. Plus ou moins intensément, oui. Alors il y a 3 moteurs, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir un pour le corps, on va dire la verge, si je puis dire, du jouet. Il doit y en avoir un autre pour les petites oreilles de lapin, hein, et puis un troisième pour la petite pointe, je suppose. Ou alors, et ça tourne peut-être? Non, il tourne ou pas? Je sais pas. Non, il tourne pas. Il s'adapte. Il est très très flexible. Il s'adapte vraiment à chaque morphologie, aussi bien d'ailleurs qu'un sexe masculin. Vraiment, la texture est très douce aussi. Il n'y a pas forcément besoin de lubrifiant. Oui, allez-y. Non, c'est Sabrina qui est en train de tester le jouet et qui fait des sursauts, mais elle le teste juste avec les mains. Hein. Je me suis rendu compte en disant ça que ça pouvait être mal interprété. Non, mais elle peut parce que c'est vraiment top. Hein. Mais à mon avis, une fois que vous l'avez introduit dans le vagin, vous devez être carrément prise entre le vagin et la vulve. Je pense qu'il doit faire son effet, oui. Ouais, c'est ça. Vu comment il est. Il stimule même le clito, les grandes lèvres aussi, point G, grandes lèvres. J'étais pas convaincue par
par ça. Et en fait, c'est fantastique. Là. C'est J'en fantastique. profite pour rappeler aux hommes qu'on ne va pas directement sur le clitoris, Oui. n'est-ce pas? Oui, ça c'est bien de faire un petit rappel de temps en temps. Hein, oui, Ouais. oui. Ouais. C'est bien de faire d'abord la périphérie et d'y aller tranquillement, tout doucement. Exactement. Donc. Ah oui, mais c'est intense, hein, les vibrations. Là, je suis en train d'augmenter. Oui. Alors moi, je suis pas allée jusqu'au bout. Oui, je pense que. Effectivement, la 12e, c'est assez très puissant. Mais il y a tellement de vibrations qu'on arrivera forcément à trouver celle qui convient le plus à chaque femme différente. Oui, et on a toujours intérêt à pas aller trop vite sur des vibrations trop fortes. C'est vrai, c'est tout à fait évident. Je peux vous dire, oui, j'ai trouvé que c'était un peu bruyant. Bon, moins qu'une brosse à dents électrique évidemment, mais au final, je crois que au final, j'étais plus bruyante que lui à la fin. Donc non, il est peut-être pas si bruyant que ça en fait. Il a pas l'air, non? Enfin bon, alors il est waterproof. Enfin, ils sont tous maintenant waterproof. Bon, enfin, en tout cas, oui, il remplit son rôle. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, voilà. Puis il a une poignée aussi, et ça, j'avoue que c'est très pratique. Parce que les godes en général n'ont pas, et donc là pour le coup on le tient bien en main et c'est pas mal. Donc il est très maniable et c'est vrai que mon mari a bien aimé aussi qu'on joue à 3 avec lui. Donc ça c'est pratique. N'est-ce pas? Mais en général les hommes sont assez aiment bien les jouets. Ça c'est quand même souvent des bricoleurs. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, alors il bricole plus ou moins bien, mais effectivement. Là il a pas mal bricolé visiblement. Il a pas mal bricolé. Ouais. D'accord. Il était sollicité. Mais bon, voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est qu'il est plutôt beau, il est flexible, il est pratique. Je pense qu'il peut satisfaire beaucoup de femmes. Il répond en tout cas à de nombreuses attentes, à mon avis. Donc, merci pour ce beau jouet. On va beaucoup s'amuser avec. Eh ben, c'est ruedesplaisirs.com et Sud Radio qui vous l'ont offert et qui vous le laisse. Céline, donnez-moi sa note, juste. Eh ben, alors, mon mari m'a demandé quelle note je lui donnais à lui. Oui. J'ai bien confirmé que c'était 10 sur 10. Du coup, je mets 9,5 sur 10 pour le jouet. Mais oui, sinon vous allez avoir une scène ce soir, c'est pas la peine. Oui, je préfère rester. Je comprends. Donc 9,5 pour ce vibromasseur Habit Embrasse-Me de la marque Satisfyer. Vous pouvez retrouver sur ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Et on continue avec Domi qui est avec nous. Bonjour Domi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et bonjour Brigitte. Donc vous avez vécu une histoire avec un homme qui était marié, hein, c'est ça? C'est ça. J'étais avec lui pendant 6 ans. Oui. Et sa femme, elle a vu les messages. Donc lui, il était en vacances, il est revenu. Puis je l'ai croisé du jour au lendemain, il m'a ignoré. Il ne m'a pas donné d'explication. Et quand je le croise dans la rue, de voiture, il tourne ma tête, il me regarde aussi. Donc, moi, je l'attendais pas. Hein. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai fait comme une petite dépression, je pense. Ben, sans doute, oui. On dirait que je me sentais abandonnée comme j'ai perdu mon papa. C'est pareil, j'avais plus quelqu'un qui était là pour moi quand j'étais en panne, il venait m'aider, quand j'avais besoin de lui, il était là. Mais là, je me suis retrouvée seule. Personne sur qui compter, quoi. Pour lui c'était quelqu'un qui était tout le temps là pour moi, malgré qu'il était marié. Et donc, c'est parce que sa femme a découvert votre relation qu'il a mis un terme à votre histoire, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Et après, ça m'a permis, 3 jours de dépression, j'étais choquée, donc j'ai eu un choc. À chaque fois que je le croisais, que j'étais avec mes copines, j'avais des larmes qui tombaient. J'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Je pleurais, j'arrivais pas. Je pensais qu'à lui, il fallait du sang. Dès qu'il y avait une chanson, je pleurais. Et je me suis reprise et je me suis dit, si j'ai vécu cette expérience, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose que je dois apprendre en fait. Alors je me suis mis à réfléchir, à écrire, à essayer de comprendre, de regarder ma relation d'en haut en fait. Et puis j'avais mon frère qui me disait, tu vois pas que t'es naïve, tu comprends rien aux hommes. Toi tu vois pas, moi je le vois direct quand un homme profite de toi. Tu ne le vois pas, toi tu es trop naïve, ouvre les yeux un peu à ton âge. Non mais attendez, Domi, vous n'êtes pas naïve, vous étiez amoureuse, c'est pas la même chose. Et puis bon, vous avez... mais je suis un peu naïve aussi.
Non, vous avez accepté de vivre une relation avec un homme qui n'était pas libre. C'est vrai que très souvent, c'est une relation qui peut se terminer. Mais en même temps, vous avez été heureuse pendant 6 ans. Ah oui, c'était mon âme sœur. On s'entendait, on rigolait beaucoup, on faisait des sorties, elle venait à la maison. Et puis à la fin, elle m'a dit je vais la quitter, c'est sûr. Moi j'y ai croyé. Du jour au lendemain, j'ai pas d'explication à ce jour. Au bout de 2 ans, toujours pas d'explication. Si, vous savez que c'est parce que sa femme a découvert vos oui. Bon, donc il a préféré ne pas quitter sa femme parce que ses enfants, j'imagine, sa femme. C'est ça, la maison. Et donc il a été obligé de préserver sa relation et donc de mettre fin à votre histoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il en a pas souffert aussi, d'ailleurs. Peut-être, mais bon, j'aurais jamais cru qu'il m'aurait laissé comme ça. En plus, j'ai perdu mon frère après. Il a vu, il a su, même pas un message, quoi. C'était encore plus dur, quoi. 1 an après, je perds mon frère. J'ai vécu trop de choses un peu. Oui, mais je comprends bien. Domi, vous avez raison quelque part. Il a à un moment donné été un peu lâche. Il aurait pu continuer à avoir au moins un peu d'amitié pour vous. C'est vrai, ça, là, vous avez raison, bien sûr. Un peu d'amitié, un peu d'humanité aussi. Quand on passe 6 ans avec quelqu'un, on peut aussi garder des contacts, surtout lorsqu'on sait que cette personne traverse un drame. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot un peu lâche, c'est-à-dire que par peur que sa femme se fâche vraiment, il a mis un terme totalement définitif à une relation qui a certainement été une belle relation pendant 6 ans. Ouais, c'est ça. Mais bon, après maintenant, j'arrive plus à faire confiance et je travaille et puis j'essaye de partir en forêt, de m'évader. Je pense un peu moins, ça va mieux. Mais ça, c'est vraiment important. Je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment important que vous compreniez que si vous n'arrivez pas à refaire confiance, c'est que peut-être quelque part, il y a encore quelque chose à travailler. Des fois, je me dis que c'est moi que je dois travailler moi-même, quoi. C'est moi qui ai un problème, je pense. Parce que je fais confiance aux gens, je vois pas le mal, moi, je sais pas. Et mon frère me dit réveille-toi. J'essaye de voir le mal, j'essaie d'analyser maintenant. Alors maintenant, je fais de l'analyse des gens, voir s'ils vont profiter. C'est idiot d'être comme ça, je me dis. T'imagines, je dois analyser. On discute avec quelqu'un, il faut que je l'analyse pour voir s'il va pas. On vit dans un monde de fou, quoi. Non, d'autant que on n'analyse pas les sentiments de toute façon. Non, il ne s'agit pas de ça, je crois, Domi, si je peux me permettre. C'est pas tout à fait ça, en fait. C'est, je dirais, apprendre à être un peu le gardien de sa vie. Vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien parler avec quelqu'un et vous dire que vous passez un moment très sympathique, sans être autant dans une naïveté, je dirais, totale. Voilà, avec, vous voyez, comme un petit gardien qui veille pour vous, qui se dit ça, ok, ça a l'air un peu bizarre ce qu'il me raconte, donc je laisse voir. Et vous voyez, plus d'être, voilà, comme quelqu'un qui vous, parce que vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Vous avez dit, maintenant je regarde un peu de haut. Vous voyez, c'est ça. Vous avez dit ça. De haut, voilà. Et ben, il s'agit de regarder un peu toutes les relations de haut. Vous voyez, d'avoir ce petit gardien là sur. Qui vous protège, je dirais presque, et qui dit oh ok, c'est un peu bizarre, donc garde un peu de réserve, enregistre-le pour plus tard et tu verras si ça se confirme que c'est bizarre. Vous comprenez? Mais bon, oui, je comprends très bien. Mais bon, pour l'instant, je suis pas dans la rencontre. Je suis. Vous êtes encore encore en train de souffrir, donc c'est normal. Il faut que l'énergie. Vous savez, quand on souffre, on a besoin de son énergie pour s'aider à tenir. Et donc, vous n'êtes pas prête à pouvoir à nouveau être dans une relation d'amour avec quelqu'un. L'amour que vous avez à donner pour l'instant, c'est pour vous. Le problème que j'ai eu, c'est que voilà, j'ai connu quelqu'un, une copine qui faisait un peu l'écart et qui m'a dit elle va revenir. Donc j'ai attendu pendant 1 an. Et après, j'ai tout lâché, j'ai tout jeté. Je crois plus aux personnes. Non, voyez, Domi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ces moments-là, vont aller voir des voyants. 80% des cas, les voyants vous disent toujours que vous allez retrouver la personne. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais les 80... Allez, on va dire 70% des cas, c'est faux.
Je ne sais pas pourquoi ils ont cette vision. Parce que c'est plus facile de dire ce que les personnes attendent, en fait. Sans doute. Tout simplement. Mais franchement, allez voir un thérapeute quand vous êtes en rupture amoureuse. N'allez pas voir des voyants parce qu'ils vont vous raconter des choses qui sont pas. C'est peut-être vrai à l'instant présent où vous allez les voir, mais la voyance, c'est quelque chose de tellement volatile que c'est peut-être vrai au moment où on vous le dit, mais l'instant d'après, c'est pas forcément vrai. Franchement, allez voir un thérapeute, ça coûtera plutôt moins cher et ça servira beaucoup plus. Bon, en tout cas, Domi, laissez du temps au temps. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut du temps. Il faut du temps pour se remettre d'un chagrin d'amour. On fait une petite pause et on va conclure avec Marie également qui sera avec nous dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Sabrina, Philippe, on est en fin d'émission. Je crois qu'on a compris, les ruptures amoureuses, ça fait partie des grandes souffrances de la vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le savait, mais on en a eu la preuve une fois de plus. Oui. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que si on sent qu'on ne cicatrise pas, si on sent que ça dure un peu trop, et qu'on n'arrive pas à passer certaines étapes, il ne faut pas hésiter quand même à aller se faire aider pour comprendre ce qui bloque. Parce que bien souvent, c'est un trauma antérieur qui fait bloquer ça. C'est important, oui. Est-ce que vous pourriez donner comme ça un laps de temps, si au bout de 2 ans, 3 ans, on n'a pas... Oui, 3 ans, voilà. 2, 3 ans, 4 ans, on sent qu'on est enlisé, qu'on ne peut pas aimer. Il faut aller chercher quand même. De l'aide. On peut bloquer. Oui. Aller chercher de l'aide. Marie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Sabrina. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous, Marie. Oui. Allez-y, on vous écoute. Alors, moi, j'ai vécu quelque chose d'intense en l'espace de 3 semaines. Oui. Et en fin de compte, ça s'est terminé très brusquement, comme ça. J'ai rien compris parce que je m'étais laissée... c'est dur, je pense, parce que j'étais quelqu'un qui avait eu auparavant une histoire très, très, très dure avec quelqu'un qui avait été manipulateur. C'était 4 ans, donc je m'étais remise en question. Tout était bien arrangé. Je pensais pouvoir refaire quelque chose avec quelqu'un. Mais je suis tombée sur quelque chose, je pense, de fou, en fin de compte. C'était très intense. Et puis, il a voulu me présenter à sa femme. et je sais pas, 2 ou 3 jours après, il avait décidé d'arrêter d'arrêter. Mais quand il veut vous présenter à sa femme, c'est dans quel but ? Eh bien, je sais plus. Je crois, j'ai même été embêtée parce que je pouvais pas dire non. J'étais dans sa voiture et je pouvais pas m'en aller en disant non, on verra ça à un autre moment. Donc c'était pour aller rejoindre une petite fille, enfin une jeune fille. Donc aller récupérer quelque chose comme ça. Parce que là, il y a quelque chose qui cloche, Marie. Soit il veut vous présenter à sa femme pour faire un trio, c'est ce qui pas. Je me suis posé la question depuis 2 ou 3 jours. La rupture est déjà, elle est depuis 2 ou 3 jours. Donc c'est pour ça que je me pose des tas de questions. Mais j'arrive à analyser quand même un peu la situation. Mais à mon avis, vous aviez affaire à quelqu'un qui est pas net, quand même. Ah oui, je pense. En plus, sa femme est partie pour une femme. Alors, mais moi j'étais dans le move, quoi. J'étais j'ai pas vu. Et c'est depuis qu'on a parlé, ou depuis qu'on a arrêté, on s'est dit on arrête, que je me suis posé 1000 questions et j'ai vu la chose comme ça. Ça m'est venu à la tête. Oui, ça m'est venu à la tête, ça, oui. Mais en fait, donc il n'est plus avec cette femme ? Non, mais ils sont très fusionnels. Ils sont très, très, très fusionnels, apparemment. Et elle l'a quitté pour une femme ? Oui. Donc il aurait pu vous utiliser comme pour la récupérer, en fait. Je ne sais pas, non, je pense pas. Non, on a passé des moments fabuleux. Vous lui avez pas demandé pourquoi il voulait vous présenter à sa femme ? Non, on était partis pour aller chercher les petites choses que sa fille avait oubliées. On venait de passer un week-end ensemble, donc c'était
C'était voilà. Là, j'ai rien compris. Le week-end était super. Là, j'ai rien compris. Mais bon, c'est pas. Je pense que voilà, c'est pas quelqu'un de pour moi. Et puis, je vais rebondir sur autre chose. J'ai attendu 4 ans en me disant voilà, je plais quand même à pas mal de gens. Il y en a d'autres qui attendent derrière. Mais là, avec ça, là, en ce moment, et à votre avis, Marie, qu'est-ce qui fait que vous avez fondu comme ça, si je puis dire? C'est parce que je sais pas. Je pense qu'il a eu les paroles qu'il fallait. Je pense qu'il. Je sais pas. J'ai succombé. Je pense que voilà. J'avais des réserves. Hein, j'avais envie de. Vous n'aviez pas eu du tout de relation entre la fin de cette relation toxique? Il y a 4 ans, j'ai eu d'autres. Voilà, j'ai eu d'autres personnes dans ma vie, mais bon, épistolaire, c'était quelque chose qui était par moments des pansements, mais des pansements où on savait l'un et l'autre que oui, voilà. Oui, c'est juste histoire de. Il faut bien que le cœur exulte, quoi. Exactement. Tandis que là, vous vous êtes laissé complètement. Voilà, je m'étais laissé bercer. Je m'étais laissé bercer, je pense, voilà, par de belles paroles. Mais en plus, je suis thérapeute moi-même, donc c'est fou, c'est affolant qu'on puisse tomber. Moi, j'étais en train de me dire, mais là, il va falloir que tu te ressaisisses très vite. Mais bon, ça fait 2 ou 3 jours, mais je pense très vite rebondir. Et en plus, vous avez eu des messieurs tout à l'heure. Je me suis dit bon sang de bonsoir. Moi, qui ai beaucoup de femmes et qui pleurent et qui voilà, je suis sophrologue, donc vous parliez du milieu médical. C'est pas le milieu le plus facile, je crois. Mais voilà, donc je me dis que je vais vite rebondir. Ouais. Mais sans écouter pendant 2 heures là. Merci, j'ai Marie. eu beaucoup de clés, j'ai eu énormément de clés. Oui, voilà. Mais sans doute qu'il a touché une part de vous qui avait besoin d'être touchée, et puis voilà tout. Vous êtes assez apte à comprendre ça, donc essayez juste de mettre en lumière la partie de vous qui a été touchée, et ça montrera la blessure qui a besoin actuellement d'être guérie, parce qu'on a tous des blessures, on en a tous encore et encore. Et je pense que c'est ça qui peut vous aider. La blessure, qu'est-ce qui l'a réellement touché chez vous? Vous êtes apte en tant que thérapeute évidemment à le comprendre. Et quand vous aurez découvert la part de vous, la part d'ombre de vous qui a été touchée par ces paroles, ça vous donnera un éclaircissement, et je pense que vous arriverez à vous en. Enfin, je ne m'inquiète pas pour vous évidemment, mais je pense que c'est ça qui va vous faire avancer tout simplement. Voilà Marie, merci en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup. Oui, j'espère que ça a porté à d'autres. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci Sabrina Philippe de cette émission. Et puis, on souhaite à tous ceux qui ont le cœur un peu abîmé de prendre soin d'eux, hein, parce que finalement, on peut être son bon thérapeute aussi, d'une certaine manière. On peut être son meilleur ami. Son meilleur ami, voilà, je cherchais un mot, vous avez raison, on peut être son meilleur ami. Merci beaucoup Sabrina Philippe. Je rappelle le titre de votre livre, Tous Fake Self, un très joli livre aux éditions Très Daniel qui nous met en garde contre ce monde actuel. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Pascal Neveu. Est-ce qu'on peut vivre une belle relation d'amour sans sexe? C'est le sujet de demain.